Comment un club habitué à faire l'ascenseur peut-il désormais battre les cadors de son championnat? Comment un club qui a connu sa première saison en Première Ligue en 2015 réussit-il à être un candidat pour se qualifier en Ligue des Champions? Comment Bournemouth est-il devenu une des équipes les plus intéressantes du championnat anglais? À l'heure actuelle, le club réalise la meilleure saison de son histoire. Mené par une armada de jeunes talents et un coach qui était jusque-alors inconnu, les Cherries sont une des grandes attractions du championnat anglais. Alors, comment expliquer un tel changement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ville se situant au sud-ouest du royaume anglais dans le comté de Dorset, Bournemouth est depuis sa création en 1812 une ville tranquille et paisible. Une ville qui a su compter parmi ses habitants un écrivain schizophrène, une fille qui saigne du nez et un mec qui conduit des motos. C'est quoi ce déguisement de bouffon? Néanmoins, il faudra attendre 1890 pour avoir un club de foot avec le Boscombe St. John's Institute Football Club. Et oui, j'ai galéré à le prononcer. Or, ce club sera vite dissous en 1899 et certains de ses membres décident alors de fonder un nouveau club dans la foulée, le Boscombe FC, du nom d'une des banlieues de Bournemouth. Devenant rapidement le plus grand club de la ville, il faudra attendre 1910 pour que Monsieur Cooper Dean offre un terrain vague au club pour qu'il puisse y construire son stade, qui sera en son honneur renommé le Dean Court. Dans le même temps, le club commencera à porter une tunique noire et rouge qui leur vaudra le surnom des Cherries. En 1912, le club se professionnalise. En 1923, le club est renommé Bournemouth et Boscombe AFC, avant de finalement opter pour le nom définitif d'AFC Bournemouth en 1971 afin d'être premier dans l'ordre alphabétique, technique très courante au sein des PME. Dans les années 80, sous la direction d'Harry Redknapp, le club remporte son premier grand trophée avec le Football League Trophy. Dans la foulée, le club obtiendra sa première montée en D2 en 1987. Cependant, après une décennie où le club a connu ses plus belles heures, les Cherries connaîtront leur pire moment. En 90, après une défaite contre Leeds, synonyme de relégation en 3ème division, les hooligans de Bournemouth créent une des pires émeutes jamais connues dans le football anglais. En 92, sous la pression financière, la légende Redknapp démissionne et s'ensuit une série de coachs qui peinent à maintenir le club en 3ème division. Entre débâcle sportive et problèmes économiques, Bournemouth connaîtra un début des années 2000 bien compliqué. Les Cherries descendront même un temps en 4ème division. Mais comme dit l'adage, si t'as plus de PQ pour te torcher, utilise tes doigts. Non mais en gros ça veut juste dire que la solution elle se trouve au club. Puisque lors de la saison 2008-2009, un jeune retraité, ancien défenseur central emblématique de Bournemouth, va reprendre les rênes de l'équipe. Et ce coach qui va remettre l'équipe sur le droit chemin est un nom bien connu par les fans de Première Ligue puisqu'il s'agit d'Eddie Howe, l'actuel entraîneur de Newcastle. Pour sa première saison en tant que coach, Eddie Howe va devoir relever un défi de taille. Ne pas être relégué avec un malus de 17 points du fait de problèmes économiques. Les Cherries se maintiendront et la saison suivante avec les jeunes Danny Ings et Adam Smith, ils finiront 2ème et monteront en 3ème division. Néanmoins, Eddie Howe quittera le club durant cette période et sous la houlette de Bradbury puis Groves, le club terminera 11ème et 6ème. Et pour la saison 2012-2013, après une expérience compliquée à Burnley, Eddie Howe fait son grand retour et comme tout un symbole, il mène les siens en Championship. Il n'y reste que 2 saisons histoire de remporter leur seul et unique championnat pour leur 2ème saison et de monter en Première Ligue. Porté par un très grand Wilson et un jeune Ryan Fraser ainsi que par des noms moins connus comme Matt Ritchie, Ian Kermogan ou encore Pittman, Bournemouth arrive en Première Ligue. Avec un effectif plutôt faible pour la Première Ligue de l'époque, les hommes d'Eddie Howe se maintiendront en Première Ligue de 2015 à 2020. Lors de la saison du Covid, le club connaîtra une triste relégation qui forcera le départ de son coach historique à Newcastle. Ça et la promesse d'un meilleur projet. Alors qu'on pouvait s'attendre à ce que le club ne se relève pas de cette relégation, il ne suffira que de 2 saisons pour qu'il retrouve l'élite du football anglais. De retour dans l'élite, les Cherries feront une 15ème place, sous la houlette de Gary O'Neill. Mais cela ne suffit pas pour les dirigeants qui décident d'embaucher un jeune coach espagnol sortant tout droit du Rayo Vallecano. Pour sa première saison en Angleterre, Andoni Iraola va pouvoir compter sur des dirigeants qui savent mettre la main à la poche. Mais avant même l'arrivée d'Iraola, les Cherries avaient bien dépensé. Pour leur retour en Première Ligue en 2022-2023, les Cherries décident de sortir le chéquier. Afin de renforcer un effectif de faible niveau, les dirigeants décident de recruter 2 défenseurs centraux. Tout d'abord un Argentin du Feyenoord de 25 ans qui pour 15 millions rejoint l'Angleterre. Marco Senesi deviendra alors une valeur sûre de cette défense centrale dont il sera le principal relanceur. Ensuite, les dirigeants décident d'acheter un jeune espoir ukrainien du Dynamo Kiev. Et alors, Ilya Zabarny arrive à Bournemouth pour 22,7 millions d'euros. Au niveau du secteur offensif, les dirigeants décident de recruter des ailiers dribbleurs, techniques et rapides. Dans un premier temps, le milieu gauche de Middlesbrough Marcus Tavernier, puis le jeune ailier du club satellite Lorienté Dango Ouattara et l'ailier droit de Bristol City Antoine Semenyo. Et les 3 ailiers deviendront des pièces maîtresses de l'équipe dès leur arrivée. Avec la venue du coach espagnol pour la saison 2023-2024, les Cherries vont se renforcer avec les venues de Tyler Adams, Justin Kluivert, Sinistera et Max Aarons. Mais surtout avec l'arrivée de 2 grands espoirs, tout d'abord le jeune milieu central Alex Scott et le prometteur latéral gauche Milos Kerkez. Et pour le mercato estival 2024, avec le départ de Solanke en pointe, Bournemouth lève l'option d'achat de Sinistera et Enes Unal, ils achètent aussi le buteur brésilien du FC Porto et se font prêter Kepa Arrizabalaga. Mais surtout, ils vont recruter pour 15 millions d'euros l'espoir espagnol de la Juventus qui jouera un rôle importantissime cette saison du nom de Dinarsen. Et entre ces recrues et les éléments d'ores et déjà bien inclus dans cette équipe, Iraola est armé pour entamer la saison 2024-2025.
Malgré tout, la saison ne se lancera pas de la meilleure des manières. En guise de premier match, ils concéderont le nul face à Nottingham, puis encore un nul face à Newcastle et enfin une défaite en coupe face à West Ham. Mais le 31 août, face à Everton, les Cherries décrocheront leur première victoire avec des buts de Semenyo, Cook et Sinistera. Et ce qui change par rapport au match précédent, c'est l'arrivée de Kepa dans les cages. Ouais, c'est surtout qu'Everton, c'est pas Newcastle ni Nottingham. Surtout qu'ils vont enchaîner 2 défaites face à Chelsea et Liverpool, une pauvre victoire face à Southampton et une défaite face à Leicester. Peut-être, mais pour la 8ème journée, Bournemouth accueillera Arsenal et au terme d'une partie disputée, ils l'emporteront 2-0 grâce à des buts des entrants Ryan Christie et Justin Kluivert. Par la suite, ils obtiendront un match nul 1 partout face au Aston Villa d'Unai Emery, mais surtout une grosse victoire face à Manchester City avec des buts d'Evan Nilsson et de Semenyo. Même si cette saison, battre Manchester City, c'est pas le truc le plus compliqué. Dans la foulée, ils enchaîneront 2 défaites face à Brentford et Brighton et retrouveront la victoire face à Wolverhampton, notamment grâce à un triplé de Kluivert. Cependant, juste avant le choc face à Tottenham, Marco Senesi se blesse à l'ischio, ce qui pousse le tacticien espagnol à titulariser le jeune Dean Huijsen pour la première fois depuis la défaite 3-0 face à Liverpool. Et pour le coup, il va bien lui rendre, puisque l'espagnol va marquer le but victorieux et devenir un mec chill. Avec son gros match et la blessure de Senesi, Huijsen va décrocher une place de titulaire pour le reste de la saison. Après cette victoire, ils enchaîneront 2-1 face à Ipswich, 1 face à West Ham et 3-0 face à Manchester United. Après cette victoire retentissante, ils ralentiront avec des matchs nuls contre Palace et Fulham, puis une victoire contre Everton. Et plus récemment, les hommes d'Iraola se sont fait remarquer avec un nul face aux Blues, un succès 4-1 contre Newcastle et une manita contre Forest. Et alors où j'enregistre cette vidéo, ils n'ont connu qu'une seule victoire face à Southampton lors de leurs 4 derniers matchs, puisqu'ils ont perdu face à Brighton, Wolverhampton et Liverpool. Et durant le montage de cette vidéo, ils ont également connu un match nul face à l'immense Tottenham de Postecoglou et une sombre défaite face à Brentford. Cependant, comment expliquer une telle saison de la part de Bournemouth ? Sur le papier, l'équipe d'Andoni Iraola évolue en 4-2-3-1 avec certains indéboulonnables. Parmi ces indéboulonnables, on retrouve en premier lieu Kepa Arrizabalaga. Kepa qui, après des années à être la risée de l'Europe, a su s'installer dans les cages des Cherries. L'Espagnol multiplie les arrêts cette saison. Il sort des parades cruciales dans des matchs importants et semble trouver enfin une stabilité à un niveau inférieur à celui qu'on lui prévoyait. Devant lui, l'Espagnol a instauré un duo de défenseurs complémentaires et prometteurs. Dans l'axe droit de la défense, l'Ukrainien Zabarny est le joueur le plus utilisé cette saison et joue le rôle de défenseur rugueux. Un défenseur dur sur l'homme tout en étant un très bon relanceur aussi. À 22 ans, l'ancien de Kiev est un très bon tacleur. Il est réactif, a un très bon timing dans ses interventions. Fort d'un assez bon sens de l'anticipation, Zabarny se positionne comme un des meilleurs défenseurs de Première Ligue cette saison. L'axe gauche de la défense était à l'origine occupé par Senesi, qui était très propre techniquement, à la fois excellent relanceur via ses passes longues mais aussi bon tacleur. L'Argentin avait commencé la saison très fort, mais comme je l'ai dit, il a subi une grosse blessure permettant au jeune espagnol Huijsen d'éclater au grand jour. Sûrement le joueur le plus hype de cette équipe, l'ancien de la Roma et de la Juventus assure le même rôle que Senesi. Il relance bien le ballon, sait porter le jeu et le faire avancer. Il n'hésite pas à monter haut sur le terrain, soit pour agresser le récepteur du ballon adverse, soit pour justement mener une offensive à lui tout seul. Et à peine 19 ans, Dean Huijsen a déjà un coup d'avance sur ses adversaires et réussit à couper les lignes de passe. Honnêtement, il a un potentiel immense qui laisse présager le meilleur pour son futur. Le seul petit bémol de cette défense est le poste de latéral droit. Au début de la saison, le Mexicain Julián Araujo était titulaire. Un bon latéral rapide, assez bon tacleur, qui n'était pas sensationnel non plus. Or, avec sa blessure en novembre, c'est Adam Smith qui a assuré l'intérim. Oui, le même Adam Smith dont je vous ai parlé au début de la vidéo. L'anglais, sans être excellent, a rempli son rôle de bon soldat conformément à ce qu'on attendait de lui, mais lui aussi s'est blessé en décembre. Depuis, c'est le capitaine Cook qui en assure le rôle. Sûrement mon joueur préféré de l'équipe, Lewis Cook a longtemps occupé le poste de milieu défensif gauche au sein du 4-2-3-1. Ce n'est pas le joueur le plus impressionnant que ce soit au niveau des gestes techniques ou des frappes, mais il est importantissime dans la construction du jeu des Cherries. Il trouve toujours les bons angles de passe afin de pouvoir casser les lignes. Avec lui, le ballon arrive au centimètre près dans les pieds des attaquants. Il a une superbe intelligence de jeu ainsi qu'une belle technique très propre lui permettant de jouer sous pression. De plus, il est excellent à la récupération. Lors de la majorité des matchs, il a joué en tant que milieu défensif gauche comme je l'ai d'ores et déjà dit et a connu une des meilleures saisons de sa carrière. Mais depuis, il comble le poste de défenseur droit et c'est Tyler Adams qui vient occuper son rôle. De l'autre côté, c'est Ryan Christie qui accompagne l'autre milieu dans le double pivot. Pour celui qui avait l'habitude d'évoluer en attaque, il effectue une saison impressionnante cette saison avec ce repositionnement dans le double pivot. Doué d'une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, il porte les attaques afin de servir ses attaquants dans les meilleures conditions. Il est le véritable créateur d'occasion de cette équipe. Mais ce qui est vraiment impressionnant avec Ryan Christie et ce qui est même le plus important, c'est son jeu sans ballon. Ryan Christie presse constamment et récupère de nombreux ballons, ce qui le rend précieux pour son équipe. Sans ce double pivot, les attaquants ne seraient pas capables d'autant performer. Au centre de cette attaque, pour assurer le rôle de milieu offensif, on retrouve le joueur le plus en forme depuis ces dernières semaines, à savoir le Hollandais Justin Kluivert. Actuellement en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique, le Néerlandais s'est totalement métamorphosé. Si on le connaissait pour ses qualités de technique et de vitesse, il les met aujourd'hui au service de l'équipe. Il prend les bons appels quand il faut, où il faut, joue toujours pour faire évoluer le jeu et il débloque des situations par le dribble. En plus, cette saison, il a appris à finir les actions et à être plus tueur et même à frapper
frapper de loin. C'est aussi grâce à sa grande qualité de passe et sa belle vision du jeu que le joueur réussit à occuper ce rôle de meneur de jeu. A noter qu'il a un profil assez similaire au joueur se situant à sa gauche. Dans le rôle d'ailier gauche, Tavernier est celui qui a le plus évolué à ce poste, même si Dango Ouattara a énormément joué du fait des blessures de l'anglais. Marcus Tavernier est un ailier dribbleur technique, comme tous les ailiers de nos jours en fait. Et c'est aussi un bon finisseur, ainsi qu'un très bon passeur qui a toutes les qualités du bon ailier moderne. De l'autre côté se trouve le joueur qui réalise la saison de la révélation à 25 ans, le Ghanéen Antoine Semenyo. L'ailier droit se démarque de par sa rapidité, sa puissance et son placement, lui permettant de se créer de nombreuses occasions. Il a une palette de dribbles assez large, lui permettant d'éliminer son adversaire direct avant de pouvoir crucifier le gardien qu'importe le pied. S'il a des qualités évidentes, il n'en reste pas moins imparfait avec une prise de décision pas toujours parfaite et une qualité de passe à améliorer. En ce qui concerne le numéro 9, le Brésilien Evan Nilsson n'est pas l'attaquant le plus décisif sur le plan statistique, mais est très important dans le style de jeu de l'équipe. Il presse énormément la défense adverse pour les pousser à la faute. Sa plus grande qualité est de loin son jeu sans ballon. Il va prendre les appels dans le dos de la défense afin d'être isolé et pouvoir prendre le ballon dans une bonne position. Et cela va aussi permettre d'ouvrir un espace à ses ailiers pour s'infiltrer. Or, depuis quelques semaines, le Brésilien est blessé et c'est le Burkinabé qui occupe cette fonction. Si l'ensemble de ces joueurs sont d'une grande qualité, dans un monde normal, si tant est qu'il existe, Bournemouth ne réalise pas la saison qu'il réalise. Mais alors, qu'est-ce qui explique une telle performance? Si on peut aisément estimer que la méforme des gros cadors du championnat permet d'expliquer en partie le bon classement des Cherries, il n'en est pas la raison majoritaire. Et évidemment, la raison principale, c'est le plan tactique d'Iraola. Et évidemment qu'on va le décrypter et rallonger cette vidéo, ce qui fera d'ailleurs sûrement cracher mon pauvre PC offert par la région Grand Est. Mais j'aime le risque. Si sur le papier, l'équipe évolue en 4-2-3-1, le dispositif évolue au fur et à mesure du match. Ce qui caractérise le plus le jeu de Bournemouth, c'est son pressing intense. Pour ce faire, l'équipe permute en 4-4-2 losange, ou diamant comme disent les Anglais qui ont plus d'argent. Cela permet à Cook de se positionner devant la défense et à Christie d'évoluer plus haut. Ces deux joueurs ont une importance capitale au sein du pressing, comme je l'ai déjà dit. Ils ont comme consigne d'être agressifs dans les duels pour gagner le plus de ballons. Ce double pivot a une importance capitale puisque les deux joueurs font partie du top 10 des joueurs qui ont récupéré le plus de ballons en première ligue. Dans la globalité, les joueurs vont alors tous presser afin de pouvoir profiter des erreurs adverses pour se créer des occasions et marquer. Ils alternent soit entre un pressing en zone lorsque l'adversaire utilise la largeur avec toujours un joueur supplémentaire afin de créer le surnombre, soit un marquage individuel lorsque l'adversaire tente de passer par le milieu. Chaque joueur a la consigne de prendre le deuxième ballon, peu importe la zone du terrain. De plus, les joueurs essayent d'anticiper les passes adverses afin de pouvoir couper les lignes de passe. Par exemple, Evan Nilsson coupe les passes entre les défenseurs centraux et alors les autres offensifs viennent marquer les autres joueurs adverses, ce qui force le porteur du ballon à tenter une passe lointaine qui sera récupérée par le pivot au milieu. Le but de cette pression est étonnamment de récupérer le ballon, mais surtout de faire jouer l'adversaire dans des zones dangereuses où le récepteur du ballon va être très vite entouré par 3 ou 4 joueurs de Bournemouth. Une fois la balle récupérée, les joueurs partent en nombre en contre-attaque, grâce notamment aux ailiers qui sont extrêmement rapides. Dans les phases de construction lente, l'équipe passe en 4-3-3 avec une pointe basse et 2 de ses milieux centraux qui sont extrêmement hauts. Le fait d'avoir un milieu central élevé permet de créer un trouble au sein de la défense adverse et d'avoir un des deux numéro 8 esselé. De ce fait, les joueurs adverses ne savent pas qui doit marquer le numéro 8, ce qui lui permet de recevoir la balle et pouvoir se retourner pour percer la défense. Parfois, il arrive que ce numéro 8 décroche, prenant alors un joueur adverse avec lui, ce qui libère un espace pour l'ailier qui peut ainsi rentrer et recevoir le ballon. L'autre milieu de ce double pivot va lui rester en retrait, allant même jusqu'à s'insérer dans la défense centrale et jaillir si la balle arrive. Outre les numéros 8, les latéraux ont aussi une importance capitale. En phase de construction rapide, l'équipe va permuter en 3-2-5, ce qui permet aux latéraux de monter et soutenir les ailiers. Le grand gagnant de ce changement de dispositif est Milos Kerkez qui va pouvoir utiliser ses qualités offensives. Si la balle est au pied des centraux, alors les deux latéraux montent afin de pouvoir mener un 2 contre 1 lorsque l'ailier réceptionnera le ballon. Parfois, un des numéros 8 peut venir en soutien pour créer un 3 contre 1 et exploiter le surnombre. Il se peut aussi que le latéral rejoigne le milieu lorsque le central a la balle afin de pouvoir aspirer l'ailier adverse au centre. Tout ceci dans le but de trouver un espace permettant au central de trouver l'ailier. Avec 3 des meilleurs relanceurs du championnat, les centraux peuvent trouver un ailier prenant l'appel dans cet espace. Cela permet de casser des lignes et faire progresser le jeu. Lorsque la balle est sur un des côtés, l'ailier opposé rentre dans l'axe, attirant ainsi le latéral, ce qui libère un espace permettant au latéral de s'insérer et proposer une solution de renversement du jeu. L'avantage numérique a une importance capitale dans le jeu d'Iraola. Il permet d'avoir constamment un espace libre pour recevoir le ballon et ainsi créer un danger considérable. Cela peut être par exemple le numéro 8 qui va rejoindre les 4 attaquants. Dans le dernier tiers du terrain, les Cherries se créent énormément d'occasions en s'infiltrant dans l'espace entre les centraux et le latéral. C'est comme ça qu'ils se retrouvent à avoir un numéro 8, un arrière latéral ou encore un ailier dans la surface qui prend la profondeur afin de frapper ou centrer. Si on doit résumer grossièrement le jeu de Bournemouth, c'est un jeu se basant sur un pressing intensif intelligent avec une importance du surnombre et d'un placement par zone. En phase de construction, l'équipe cherche à être fluide et directe en trouvant les latéraux, les ailiers ou le numéro 8 dans l'espace libre avec encore une fois une importance du surnombre. Il repose sur une fluidité de formation, alternant entre un 4-2-3-1, un 4-3-3 et même un 3-2-5.
S'il est sûr que Bournemouth est bourré de joueurs de qualité, rien n'indique que la saison prochaine, ils soient tous encore ici. C'est même l'inverse. Ayerson, Zabarni et Kerkez sont annoncés partout en Europe, et Kepa n'est que prêté. Mais de toute façon, l'équipe saura se renouveler avec notamment l'arrivée d'un jeune attaquant français dont on a déjà parlé ici. Mais pour l'instant, Bournemouth a encore une saison à terminer et tenter de chercher le meilleur classement possible. J'espère que cette longue vidéo vous a plu. Si vous voulez vraiment approfondir votre connaissance tactique sur le jeu iroélien, je vous mets toutes les sources et analyses dont je me suis servi pour cette vidéo en description. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer ou à détériorer, on sait jamais. Je vous remercie beaucoup pour votre temps consacré à ma vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, abonnez-vous. En vous souhaitant une agréable journée, cordialement, La direction.